Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour et meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux, vous êtes... Vous l'aurez beauté. Bon, écoutez, c'est plutôt un beau programme. Ça va commencer quand même par les manifs de votre côté. Vous êtes le nouveau référent de la France Insoumise. Vous êtes 4 sur la question des manifestations et notamment pour mener les débats à l'Assemblée. Vous êtes député de la France Insoumise de la Somme. On va parler de la mobilisation demain, de la réforme des retraites, de vos meetings politiques puisque vous avez repris une forme de route de campagne sur cette question des retraites. Mais au fond, se pose la question ce matin, est-ce que la meilleure façon de sauver notre système de retraite, ce serait pas de faire plus de bébés ? C'est de faire plus de bébés aussi, c'est une question de natalité, mais c'est aussi que derrière, ils soient embauchés, qu'ils aient du travail à temps plein, que leur travail leur permette de vivre. Vous savez, si les salaires ils étaient plus élevés dans notre pays, il n'y a pas de doute qu'on aurait encore moins de mal à financer nos retraites, même s'il n'y a pas de problème de financement des retraites immédiat. Donc il faut, pour qu'il y ait des bébés, il faut qu'il y ait un système social derrière. Quand on a eu une politique nataliste après-guerre, c'est parce qu'il y avait la garantie pour les parents de pouvoir avoir des allocations familiales, que ça leur permette d'avoir une sécurité de ce côté-là. Et aujourd'hui se pose très fortement la question des modes de garde. Elle s'est dégradée pour vous, cette question de la politique familiale en France ? C'est certain qu'il n'y a pas eu de maintien d'une politique familiale forte. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, se pose pour que notamment les femmes puissent travailler, puisque c'est un désir profond des femmes d'avoir une carrière, qu'elles ne soient pas entravées par la maternité, se pose très fortement la question pour les parents des modes de garde. Donc, pourquoi je suis intervenu sur les assistantes maternelles de manière très forte ? C'est le premier mode de garde. Il me semble que c'est 2/3 des enfants qui sont gardés dans notre pays. Le premier mode, c'est sans doute les grands-parents. Et c'est lié à la question des retraites. Ce sont les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants pour beaucoup. Mais donc il faut qu'ils soient en retraite en bonne santé. Vous allez en Italie, tout soutien, j'ai l'impression, dans votre discours. En Italie, sont revenus sur la question de la retraite plus tard, aussi parce qu'ils se sont dit, mais bon sang, ça empêche les parents de pouvoir travailler. C'est aussi parce qu'en Italie, les femmes, elles doivent choisir entre avoir des enfants ou travailler parce qu'elles ne peuvent pas faire les deux. Il n'y a pas d'aide. Mais donc, en tout cas, il y a la question aujourd'hui, si on veut avoir des enfants dans notre pays, il faut un système qui l'accompagne, et notamment les questions des modes de garde, qui ait plus de crèches, mais aussi qu'on ait des assistantes maternelles qui soient plus reconnues, qui puissent en vivre pour que ce ne soit pas la galère permanente. Sur la question des aides familiales et de la politique familiale, François Hollande avait mis sous condition de ressources les aides familiales, alors que quand vous dites la politique familiale telle qu'elle a été créée après-guerre, c'était sans condition de ressources. On considérait que chaque enfant qui naît, quelle que soit la famille dans laquelle il naissait, avait le droit aux mêmes aides. Est-ce que vous seriez pour revenir à une politique familiale à l'ancienne ? Je l'ai déjà dit, ça avait été première mise en cause, ça avait été fait sous Jospin. Et à ce moment-là, je me souviens d'un député communiste, Maxime Grometz, de chez moi, qui était allé manifester avec les associations catholiques. Mais on se disait, mais il est fou, pourquoi il va manifester avec eux ? Et il disait, non, moi ce que je veux, c'est que ça soit un système universel et qu'en effet, ça bénéficie aux enfants, enfin à Bernard Arnault, comme aux enfants d'ouvriers, pas avec le même revenu, mais qu'il y ait, que ça soit non pas en fonction de statut social, mais que ça soit en fonction d'une volonté d'avoir une politique nataliste. Et puis vous savez, quand on fait il y a des catégories qui sont exclues, quand les classes supérieures sont exclues de protection, qu'est-ce qui se passe dans la durée ? Il se passe qu'on laisse se dégrader le système. Parce que si vous payez et que vous n'en bénéficiez pas, vous allez dire, mais à quoi bon payer ? Et donc, il faut que tout le monde bénéficie quand tout le monde paye. C'est surprenant ce que vous dites. Mais non, c'est pas surprenant. Je veux dire, pour un élu de la France Insoumise. Vous savez, moi, je suis pour une protection universelle. Il y a la notion d'universalité qui doit valoir pour tout le monde. Donc la gratuité de l'éducation, de la santé, évidemment. Pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre. Et les grandes conquêtes sociales dans notre pays, les grandes conquêtes républicaines, elles se font en embrassant toute la société et en ne laissant pas ni les très pauvres, ni les très riches en dehors de ça, mais en faisant du commun. Vous regardez l'éducation nationale, elle n'est pas payante pour vos enfants, elle n'est pas payante pour les enfants de Bernard Arnault, parce qu'elle doit être gratuite pour tout le monde. Quand on fait l'hôpital, la sécurité sociale, c'est pour tout le monde. Quand on fait les retraites, c'est pour tout le monde. Donc moi, je suis très attaché à cette notion d'universalité qui fasse que de tout en haut jusque sous tout en bas, on forme une même république, un même pays, et on appartient à ça. François Ruffin, vous serez dans les cortèges demain, la mobilisation, une mobilisation qui, d'après les syndicats, sera très élevée, d'après les notes des renseignements généraux, pourrait ne pas être si élevée que ça. Hein. On parle effectivement d'un grand nombre de cortèges, mais beaucoup moins qu'il n'y a qu'en 95, quand c'est la référence notamment d'un Philippe Martinez, entre 550 000 et 750 000 personnes dans les rues, dont 50 000 à 80 000 à Paris. On serait loin des 2 millions des manifestations de 95.
95. Bon. Écoutez, on peut attendre de voir que la journée soit passée pour établir des chiffres quand même. Hein. Bon, les prophéties des renseignements généraux. Mais comment vous généraux, sentez les choses, vous ? Moi, j'ai distribué des tracts dans les usines d'Amiens Nord et je vois que c'est très réceptif. J'entends qu'à la mairie d'Amiens, il va y avoir des tas de secteurs qui vont être en grève qui ne le sont pas d'habitude, que dans des communes rurales, il n'y aura pas le service minimum qui sera fait, que dans les écoles, elles sont fermées. Donc, on verra bien demain. Qu'est-ce que c'est que ce jeudi 19 janvier ? Pour moi, c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes après 3 ans où le gouvernement a dit crise Covid, crise de l'énergie, crise en Ukraine. Eh bien, c'est l'heure de tirer le bilan de ça, d'un Emmanuel Macron qui avait dit, vous vous souvenez, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles. Vous le récitez presque comme on réciterait une poésie. Bah oui, parce que le Macron de gauche dure 30 secondes, donc j'ai moyen de les connaître par cœur. Et il ajoutait, citant la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Mais qu'est-ce que les travailleurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, qui ont continué leur boulot pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis ? Ce que vous voulez dire, c'est que demain, vous appelez à ce que cette manifestation ne soit pas que sur la question des retraites, mais globalement contre la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont promis que ça irait mieux pour tous les travailleurs de la deuxième ligne. Et à l'inverse, on a quoi ? Pas de récompense, mais la première peine, c'est une inflation qui vient éroder les bas salaires. C'est le premier point. Donc il y a cette question-là qui est posée. Et la deuxième question, c'est que la double peine, c'est que c'est eux, c'est elles, c'est nous qui allons payer le plus le fait d'allonger de 62 à 64 ans. Donc à la place d'avoir une récompense, il y a une double peine. Et de l'autre côté, parce que c'est l'heure des comptes de l'autre côté. Moi, je suis pour une décence par le bas, mais je suis pour une décence par le haut. Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai amené là le journal Les Échos de mon ami Bernard Arnault. En une, vous avez retraite, les derniers arbitrages, et page 27, vous avez dividendes record pour les géants du CAC 40. C'est-à-dire pendant ces 3 années où on nous a dit crise, on a Donc vous seriez favorable à aller chercher dans les dividendes des grandes entreprises de quoi financer les retraites ? C'est l'évidence qu'en tout cas, il faut qu'il y ait une mise à contribution des grandes fortunes qui, là, ont vu leur patrimoine augmenter de 200 milliards d'euros en 3 années. Mais c'est contraire à la logique, même telle qu'elle a été voulue, de cette réforme, enfin de ces retraites par répartition. Il y a une partie du système, vous savez, qui est non contributif, c'est-à-dire qui ne dépend pas des cotisations sociales. Tout ce qui est, par exemple, sur le minimum vieillesse, si on veut augmenter le minimum vieillesse, ça n'est pas contributif. Donc il y a toute une partie qui n'est pas contributive. Mais il ne faut pas rentrer dans la technique. Là, vraiment se pose la question de où est le sens de la justice ? Je pense qu'il y a des questions de porte-monnaie qui se posent demain, mais il y a aussi des questions de fierté. Est-ce que le président de la République, est-ce que le gouvernement, ils font le pays pour tous les Français ou ils le font pour quelques-uns de leurs amis ? Qui Emmanuel Macron recevait vendredi à l'Élysée ? Il ne recevait pas les auxiliaires de vie, il ne recevait pas les caristes, il ne recevait pas les camionneurs, il recevait les patrons du CAC 40. Et il les recevait. Pourquoi faire ? Pour les rassurer sur la stabilité fiscale, sur sa promesse qu'il n'y aura pas de hausse de prélèvement, que son gouvernement tiendra bon, par exemple, contre une taxe sur les superdividendes. Mais non, la justice, aujourd'hui, quand on sait que, en ce moment même, les géants de l'énergie, ils se gavent, que les géants de l'agroalimentaire, ils en profitent sur les prix dans la grande distribution, dans les rayons des supermarchés, pour augmenter de manière colossale là, vous parlez des industriels. Hein. Oui, je parle des industriels. On est d'accord que vous reconnaissez le rapport qui a été demandé par Bercy qui dit que, pour le coup, la grande distribution en France ne s'est pas gavée. Alors, il y a 2 crises différentes. Qui a bénéficié de la première crise, de la crise Covid ? Ça a été les assureurs, ça a été la grande distribution et ça a été les géants du numérique. Est-ce que pendant tout ce temps-là, on a vu la moindre taxe sur ça ? Rien du tout. Là, vous faites référence aujourd'hui aussi à la proposition de loi d'un de vos confrères députés qui vient des macronistes, qui voudrait que les industriels puissent gagner le bras de fer, si bras de fer il y a, sur négociation des prix avec la grande distribution. Je ne fais même pas le lien avec ça, mais aujourd'hui, il y a la nécessité que, vous savez, la part... Je ne comprends pas où vous allez. Ce que je vous dis, c'est que pendant 3 ans de crise Covid... et de crise de l'énergie, on a des secteurs entiers qui se sont gavés. En fait, vous voulez prendre toutes les colères, vous voulez prendre tout ça et puis vous voulez justifier du coup demain ? C'est pas toutes les colères, c'est une seule, Madame Pauline de Malherbe, et qui est simple et que vous savez, les Français ont très bien compris. C'est que on a la nécessité aujourd'hui d'avoir un partage des richesses qui soit juste dans notre pays. Et que ça soit les Français
qui ont tenu la deuxième ligne pendant la crise Covid, mais les Français qui font le ménage là dans les toilettes de BFM, que ça soit elles, que ça soit eux, qui bénéficient aujourd'hui, alors que ça ne bénéficie qu'à quelques-uns. Quand on voit les actionnaires qui se prennent 80 milliards d'euros de dividendes pendant un temps de crise, il y a les nécessités d'aller taper là-dedans, à la fois pour les retraites, mais aussi, vous en parliez, pour la petite enfance, mais aussi pour l'école, la santé, le rail et ainsi de suite. Et donc, vous savez, même aujourd'hui, c'est perçu comme une réforme injuste, y compris par des macronistes. Y compris par des macronistes, j'allais y venir. Vous pourriez peut-être les convaincre de venir avec vous. On a François Bayrou qui propose justement comme l'une des solutions la mise à contribution des entreprises. Ça, vous seriez plutôt pour cette proposition de François Bayrou là? Mais je veux dire, c'est aujourd'hui, ce que je viens vous dire là, nous sommes les modérés. Nous sommes les modérés parce qu'il y a une indécence avec l'hypergavage en haut pour une poignée. Et nous, qu'est-ce qu'on vient demander? On vient demander à ce qu'il y ait de la modération dans la société et qu'il y ait des limites qui soient posées à tout ça. Et de dire que quand on demande aux Français en permanence des sacrifices depuis 3 ans, le minimum, c'est que ceux qui sont les plus privilégiés dans notre société, eh bien, ils soient mis à contribution. Or, ils ne le sont pas du tout. Et même, il y a le président de la République qui les rassure, qui leur dit « on ne va pas toucher à vous, vous en faites pas ». Vous savez qui a dit comment peut-on allonger la durée de cotisation des seniors quand on sait que souvent, dans les grandes entreprises, on leur donne un ticket de sortie, ils restent 2 ans demandeurs d'emploi et partent à la retraite? Je ne sais pas qui l'a dit, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous dire qui l'a dit, c'est Patrick Vignal, qui est député Renaissance de l'Hérault. Donc en effet, vous pourriez peut-être trouver des copains sur les bancs des macronistes. C'est certain qu'il va y avoir... Vous savez, je discutais avec un patron de la restauration là, et qui me dit, nous, dans notre secteur, on appelle à ce qu'il y ait une réforme des retraites qui soit beaucoup plus juste et qu'on relève nos cotisations. Parce les policiers vont manifester. On sait très bien que nos serveurs, ils ne vont pas pouvoir tous aller jusqu'à 64 ans. C'est pas vrai. Vous savez, rien que le fait, quand on a allongé de 60 à 62 ans, quelle était l'une des conséquences concrètes? On a multiplié par 4 à ce moment-là le taux des seniors au RSA qui sont des seniors qui sont au RSA. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une retraite méritée, ils sont passés à une allocation de pauvreté. Eh bien, aujourd'hui, en allongeant de 62 à 64 ans, c'est évident qu'il y a des tas de personnes qui sont travailleurs du bâtiment, qui sont chef de rayon, Christine, chef de rayon chez Carrefour. Il y a 56% des seniors qui sont au travail. Mais en effet, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui n'y sont pas. François Ruffin, sur la question du blocage, jusqu'où est-ce qu'il faut bloquer le pays? Celui qui bloque le pays, c'est très clair aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron et c'est Madame Borne. Vous savez, quand on a 93% des salariés qui sont opposés à cette réforme, 93%. Vous répondez d'une pirouette, j'entends bien. Mais sur la question de demain, est-ce que vous estimez qu'il faut que ce soit vraiment une journée où la France est à l'arrêt? Oui, il n'y a pas de doute. Oui, il faut montrer au président qu'il y a une opposition très ferme à cette réforme-là. Je veux dire, c'est une réforme particulièrement injuste après 3 ans où les Français ont déjà tout encaissé et où, je le redis, 93% des salariés sont opposés à cette réforme, 3/4 des Français sont opposés à cette réforme, 2/3 des Français disent, pour financer ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller taxer les grandes entreprises et les grandes fortunes. Et ça, on a bien compris que c'est votre thèse. Quand vous entendez que la CGT Énergie menace de couper l'électricité à des élus, enfin ils le disent à demi-mot, j'en veux pour preuve les mots de Sébastien Ménesplier, qui est secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie à la CGT, et qui a dit très clairement, on va aller voir, je le cite, on va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, et cela, on va s'occuper d'eux. Est-ce que vous soutenez ce type d'action? Ça sera aux travailleurs de déterminer, chacun dans leur secteur, quels sont les types d'actions qu'ils veulent avoir. Est-ce qu'ils veulent des grèves reconductibles? Vous ne condamnez pas cette action-là? Moi, je les invite à avoir des actions aussi qui soient des actions positives, c'est-à-dire des actions de gratuité pour des Français en particulier qui sont dans la difficulté, et pas avoir que des actions négatives. Couper le courant à des élus démocratiquement élus, vous ne condamnez pas. Ça s'est déjà passé 2-3 fois. Donc c'est pas grave. Non. Si on vous coupe le courant, vous trouverez ça normal? Non, je ne trouverais pas ça normal, j'irais protester. Quand on n'est pas d'accord avec vos idées, on vous coupe le courant. Il y a un certain nombre d'actions symboliques qui ne vont pas prendre une ampleur considérable. Donc c'est pas grave. Je doute que ça soit... C'est pas symbolique. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, ce matin, François Ruffin, vous ne dites pas on ne fait pas ce genre d'action, on respecte la démocratie. Je dis, pour l'instant, moi, je recommanderais aux syndicats d'avoir des actions positives
des actions positives, des actions de gratuité sur aujourd'hui les Français qui sont les plus en danger face à leurs factures. Et je recommande qu'on accompagne le mouvement de manière positive en allant soutenir plutôt ceux qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Donc vous recommandez? C'est tout. Oui, vous ne dites pas, après ces propos quand même du syndicat CGT Énergie, vous ne leur dites pas, écoutez, on a été élus, que je sois d'accord ou pas d'accord, je respecte les idées des autres. Je respecte les idées de tout le monde et vous savez, je le fais à l'Assemblée nationale. Maintenant, la question n'est pas celle-là. Votre rôle, c'est pas à un moment de poser les limites? Ce sont aux syndicats de déterminer leurs modalités de lutte. Voilà. Et ces modalités-là vous paraissent acceptables? On verra ce qui se produira. Vous voyez, vous me dites demain... je ne reprends que les mots de Sébastien Ménespy. On va aller voir, c'est pas on pourrait, c'est on va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, et ceux-là, on va s'occuper d'eux. C'est pas une menace, ça? Il va peut-être y avoir une discussion. Vous savez, quand j'entends Dussopt qui me dit que j'ai des amis imaginaires. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité... Je vois pas le rapport. Enfin là, c'est pas imaginaire. On a quelqu'un qui a les moyens de couper le robinet de l'électricité, qui a sans doute l'adresse des élus et qui le dit très clairement, il dit on va aller s'occuper d'eux, et vous ne condamnez pas. Vous dites ils feront bien comme ils veulent. On verra. Pour l'instant, rien ne s'est produit. Donc vous me réinviterez pour voir... Ça, c'est pas le droit de grève. Enfin, il y a le droit de grève, et puis il y a... il y aura ces actions... On verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera dans le pays. Pour l'instant, ça ne se passe pas. Vous ne leur demandez pas, en tout cas, de ne pas mener ce genre d'action? Moi, je recommande fortement qu'on ait surtout des actions positives, c'est-à-dire des actions de gratuité à destination des gens qui ont des difficultés aujourd'hui à payer leurs factures. Et on sait que c'est ça ce qui est le problème massif dans le pays. Le problème massif dans le pays, il faut le lier, c'est les difficultés qu'ont les gens, et même les gens qui travaillent, à payer leurs factures. Est-ce que vous estimez, comme Anne Hidalgo, que LFI n'est pas un parti démocratique? Je vous redis, il est nécessaire d'avoir davantage de démocratie à l'intérieur de la France insoumise. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher Madame Hidalgo, puisque je l'ai dit à un certain nombre de reprises. Maintenant, là où je pense qu'il est plus nécessaire d'avoir de la démocratie, c'est dans notre pays. Je vous le redis. Tout ce que vous décrivez... Ça serait pas mal que ça commence par la France insoumise, quoi. Moi, je suis attaché aujourd'hui, on est dans un moment où 93% des salariés disent non à cette réforme. Et en fait, ce qui se passe, il faut bien comprendre ça, Madame de Malherbe. Pourquoi il y aurait des coupures d'électricité de cette manière-là? Pourquoi il va y avoir des grèves dans les transports? Pourquoi on va avoir un pays qui est bloqué? Parce qu'on a, au fond, un président de la République et un gouvernement qui se fichent complètement de l'opposition des Français. Donc, comme ils le font, on le fait. Vous justifiez une forme de violence. Je vous explique ce qui se passe, Madame de Malherbe. Je vous explique ce qui se passe. C'est qu'on a, au fond, et c'est quand même très grave, on a un président de la République dans une démocratie. Démocratie, ça suppose pouvoir au peuple. Qui sait que le peuple, les salariés sont opposés à 9 sur 10 à cette réforme-là? Qui sait que 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme-là et qui, au fond, s'en fichent? Parce qu'ils ne comptent pas convaincre les Français. Il sait que les Français ne sont pas convaincus par ça. Mais François, il sait que les Français... Est-ce qu'il ne faut pas commencer par dire qu'un élu, il est élu par le peuple, justement, et que c'est ça la démocratie? Et que donc, s'il a une opinion politique qui n'est pas la même que vous lui coupez pas le courant? Mais moi, je lui coupe pas le courant. Je ne suis pas en état de lui couper le courant. Je lui coupe rien du tout. Oui, mais vous êtes en état à un moment d'avoir une figure morale, de pouvoir dire oui ou non, c'est acceptable ou non. Mais je souhaite que ça ne se produise pas. Mais moi, vous savez, je l'ai dit depuis des mois. Je souhaiterais qu'on n'ait pas besoin de faire grève. Je souhaiterais qu'on n'ait pas besoin de faire cette opposition-là. Pourquoi? Parce que je considère que le président de la République, il met le pays en danger. Il installe une forme de folie dans le pays. On est au cœur d'une question très importante qui est quand même la question du respect de la démocratie. Et vous dites, au fond, quand je vous interroge sur LFI, vous dites non, mais ils font pareil à la tête de l'État. Quand je vous interroge sur le respect ou non de la propriété, de l'accès à l'électricité des élus, vous dites non, mais Macron lui-même, il ne respecte pas ce que veut le pays. C'est quand même sidérant de systématiquement justifier. Je ne justifie pas, parce que je vous ai dit, il faut davantage de démocratie à l'intérieur de la France insoumise. Et je souhaiterais qu'on aille vers des actions qui soient plus positives, qui soient des actions qui viennent soutenir les Français dans la difficulté. Je vous dis, en revanche, très fermement, que pour moi, le président de la République, il met le pays en danger aujourd'hui. Il met le pays en danger en passant par-dessus un sentiment profond chez les gens. C'est ça la démocratie. Si on se fiche de mon avis, à quoi bon la démocratie? Cette réforme, elle intervient et elle n'est absolument pas nécessaire. Il a été élu, non? Il n'a pas été élu pour s'asseoir sur les désirs de son peuple. Il n'a pas été élu pour aller servir une poignée de quelques-uns le vendredi lors de petits dîners à l'Élysée et en se fichant de ce que pensent 9 salariés sur 10 dans ce pays. Il a été élu aussi parce que dans le cœur de la crise Covid, il a dit qu'il se rappellerait de tous les travailleurs de la deuxième ligne. D'accord? C'est aussi sur ça qu'il a été élu.
Et il ne fait rien de tout ça. Et je vous dis, il met le pays en danger parce qu'il installe dans le pays du ressentiment. Les Français viennent de traverser 3 ans de crise Covid. Ils sont exaspérés, ils sont fatigués, ils en ont marre. Ça se traduit par des crises dans leur porte-monnaie. Mais ça se traduit aussi par une crise démocratique. Dans un département comme le mien, dans la Somme, les macronistes ne sont pas fichus d'envoyer la moitié de leurs candidats au 2e tour. Ça veut dire qu'il y a un décrochage du pays réel, du pays imaginaire du président de la République et de ses amis. Eh bien, dans ce contexte-là, je pense que pour la démocratie, c'est très, très, très mauvais de s'asseoir sur l'avis de 7 Français sur 10. Moi, je pense que dans un moment de tension... Il y a des moments où vous défendez la démocratie, puis d'autres moments où vous ne la défendez pas. Je la descends, mais je la défends. Quand est-ce que je n'ai pas défendu la démocratie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, ce qu'il faudrait même, et je le dis si jamais c'était la gauche qui est au pouvoir demain, ce qu'il faut, c'est des réformes où quasiment 7 Français sur 10 sont d'accord avec nous. Où on ait un consensus. Ça veut dire des référendums réguliers? Ça veut dire... Soit des référendums réguliers, soit où on voit qu'il y a un assentiment de la population. Là, on voit qu'il y a un dissentiment de la population qui va se traduire par du ressentiment. Et je pense qu'on est dans un état de division de la société qui fait qu'on doit aller vers davantage de modération. Et l'immodération, l'indécence, pour l'instant, c'est Emmanuel Macron et ses amis qui se gavent sans reverser quoi que ce soit aux Français, sans qu'il y ait le moindre taxe là-dessus. Et c'est un moment où on doit aller une recherche de davantage de consensus. Et aujourd'hui, il n'y a pas de la recherche du consensus. Il n'y a pas la recherche du consensus avec les syndicats, avec Laurent Berger de la CFDT. Il n'y a même pas la recherche du consensus avec les différents groupes proches de la majorité. Il y a un consensus de tous les syndicats et des partis de gauche qui seront donc dans la rue demain. François Ruffin, merci d'avoir répondu à la question ce matin. Vous qui êtes donc député La France Insoumise de la Somme. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.